il est animateur, viens t'asseoir à côté de moi et prends donc ce micro, s'il est allumé. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Et je veux bien récupérer l'autre micro et le donner à Charles-Antoine. Charles, non, Charles, ouais, Charles, c'est ton prénom et Antoine, c'est ton nom de famille. Désolé, tout le monde doit te la faire. Romain, je commence avec toi. Je rappelle que tu es animateur d'un PTGE. Est-ce que tu peux nous présenter déjà rapidement ton PTGE? Oui, le PTGE Curé, du coup, ça parle pas à grand monde quand on parle PTGE Curé, mais si je vous dis La Rochelle, tout de suite, on a une image de là où c'est situé en France. Donc c'est un territoire qui est fait 750 kilomètres carrés, si je me trompe pas, et qui est au nord de la Charente-Maritime, avec une agence de l'eau qu'on n'a pas encore citée aujourd'hui, mais c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne, et qui est située sur le Sage, Sèvres-Niortaise, Marais-Poitevin. Marais Poitevin avec le parc national régional du Marais Poitevin qui fait partie des acteurs du territoire. Un peu plus de contexte. Ouais. Donc le territoire est classé en zone de répartition des eaux. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit structurel quantitatif depuis 1994. Donc c'est une problématique qui est connue, qui est ancienne. Les acteurs se mobilisent sur le territoire. Les solutions n'aboutissent pas forcément. On a plusieurs projets qui ont été proposés, mais qui n'ont pas abouti. On a eu des projets de substitution qui n'ont pas abouti sur le territoire, mais on a aussi eu un contrat territorial de gestion quantitative qui n'ont pas abouti. Tout ça, ce qui a amené à 2019 et 2021 la création du PTGE pour répondre à la directive interministérielle et aussi à cet enjeu quantitatif du territoire, où le PTGE s'est mis en place avec un coportage, donc qui est porté par la CDA de La Rochelle, le CIRIMA, qui est un syndicat mixte de Marais, et la Chambre d'agriculture. L'idée, c'est que tu puisses réagir aussi à tous les propos qui ont été évoqués jusqu'alors sur la place des SFN, des pratiques agroécologiques dans ce territoire-là. Un territoire qui est aussi marqué par une controverse énorme autour de la bassine de Sainte-Soline et qui rend peut-être, du coup, aujourd'hui, des irrigants peut-être plus tendus et puis les autres parties prenantes du territoire plutôt tendus sur ces questions-là. Oui, le contexte est étendu sur le territoire. Il y a plusieurs territoires voisins avec des projets qui n'ont pas forcément abouti, des projets qui sont très politisés. Actuellement, les acteurs sont plutôt méfiants, mais que ce soit d'un point de vue des associations, des associations environnementales et aussi des agriculteurs, qui se posent plein de questions et qui ont peur de se mettre autour de la table, mais quand même qui prennent sur eux, qui viennent aux réunions, qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble. Et pour répondre à cette problématique quantitative, mais également qualitative que l'on retrouve sur le territoire, parce qu'on a aussi de la pollution de nitrate sur le territoire et des enjeux d'alimentation d'eau potable. Donc tout le monde se met autour de la table et joue le jeu actuellement, et ce qui nous a permis actuellement d'avoir réalisé l'état des lieux du PTGE, un diagnostic agraire aussi, comme ce qui a pu être fait sur d'autres PTGE. Et actuellement, on est dans la phase d'élaboration des actions. Donc on réfléchit activement sur les actions, avec une étude économique et financière qui nous permet de réfléchir sur les les actions agroécologiques qu'on pourrait mettre en place sur le territoire. Et justement, est-ce que tu te retrouves dans les freins et les leviers qui ont été exposés jusqu'alors en matière les freins et leviers au déploiement de ces pratiques agroécologiques? Oui, tout à fait. On a les freins, les leviers économiques qui sont connus. Est-ce que les agriculteurs vont mettre en place ces pratiques? On sait que c'est du temps, des coûts supplémentaires. Certes, il y a un accompagnement. Est-ce que cet accompagnement va durer? Est-ce que ça va être périn de mettre en place ces mesures? Il n'y a pas une remise en cause des solutions techniques qui sont proposées par les agriculteurs, mais plus une inquiétude sur le maintien de leur exploitation d'un point de vue économique. Et donc ça vient s'articuler aussi avec d'autres dispositifs préexistants qui avaient déjà commencé à lister certains leviers agronomiques. Et quels sont ceux que vous avez retenus ou que vous allez retenir dans votre plan d'action? Peut-être que ma question est un petit peu en avance de phase par rapport à là où vous en êtes. Non, c'est tout à fait dans le temps. Actuellement, on est en train de réfléchir sur des actions sans regret, avant même d'avoir finalisé le plan d'action, de mettre en place déjà des actions. Et l'idée, c'est de démultiplier sur le territoire les actions qui sont déjà réalisées dans le cadre du programme Ressources, qui est dans le sud du bassin versant, mais également renforcer les actions qui sont menées dans les contrats de marais, qui sont aussi présents sur le territoire. Vas-y. Oui, ces actions, un peu plus pour les citer, donc, ouais. C'est renforcer l'accompagnement
de la mise en place de couverts, c'est accompagner aussi la plantation de haies sur le territoire, accompagner les pratiques qu'on pourrait dire agroécologiques, inspirées par exemple de l'agriculture biologique, même si on sait que la mise en place de ces mesures sont assez complexes, comme la pratique de passer un coup de herse au lieu de passer un coup de désherbant. Tout ça, c'est des questions qui sont évoquées, des actions qui risquent d'émerger très prochainement. Et par rapport au dernier point qu'évoquait à l'instant Sébastien, cet enjeu de penser peut-être des dispositifs d'accompagnement plutôt qu'inciter un levier ou l'autre, comment ça s'articule avec ta réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable au sein de ton PTGE ou on n'en est pas encore là? C'est quelque chose qui est envisageable. Par contre, je n'ai pas la solution là en tête. Certes, on se base beaucoup sur les financements qu'on peut avoir sur le territoire, qui peut être donné par l'agence de l'eau ou le département, éventuellement sur les paiements pour services environnementaux aussi, qui sont des questions qui émergent. Mais par contre, sur d'autres alternatives de financement, là, c'est un peu plus compliqué. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Charles, je voulais t'entendre. Donc, je précise que tu fais une thèse en cours à la croisée de INRAE et de l'ENGES. Donc voilà, on est en plein dans l'agro et l'eau, avec en plus une bourse de l'INSP, le nouveau nom de l'ENA. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a aussi un enjeu d'éclairage des politiques publiques et d'administration de politiques publiques, et ce, après une première expérience en bureau d'études où tu avais travaillé sur un PTGE. Donc a priori, tu sais de quoi tu parles. L'idée, c'est de pouvoir t'entendre sur l'évolution de la place des SFN et des mesures agroécologiques dans la gestion quantitative de l'eau. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, effectivement, merci aussi pour la présentation, pour l'invitation. Donc, peut-être pour reprendre, je pense que l'histoire, elle a été évoquée par Thomas Pelt sur le programme de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui disait effectivement dans les premières générations de PGRE, par exemple, on a beaucoup privilégié des logiques infrastructurelles, équipementières, et de plus en plus, c'est le sens qui a été donné notamment au projet territoire pour la gestion de l'eau après l'instruction nationale de 2019. On va chercher à développer des actions qui ne sont pas forcément des actions équipementières, mais qui vont plus essayer d'agir notamment sur les pratiques agricoles et également la restauration de zones humides via ce fameux mot un petit peu valise ou parapluie, des solutions fondées sur la nature. Et si je peux me permettre de partager aussi une expérience, notamment le PTGE sur lequel j'ai travaillé donc au sein du bureau d'études d'Actéon aux côtés de Maël, c'est un PTGE qui est situé aussi en Charente-Maritime, qui est le PTGE de la Seudre, donc qui lui est situé en face de l'île d'Oléron. Donc je pourrais aussi discuter de l'enjeu qui se posait du coup à ce moment-là, c'était à partir de 2019 le même contexte, à savoir des projets d'ouvrage de stockage à l'arrêt, et la question de savoir quelle solution on peut développer, qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire, non pas en attendant les retenues ou en attendant les barrages, mais plutôt pour continuer à donner vie un peu à l'agriculture du territoire. Donc je pourrais revenir aussi sur cette expérience de modélisation qui a donné lieu à un papier publié dans TSM si vous voulez plus de détails. L'idée, c'était aussi voilà, tu l'as dit, de sortir de cette logique volumétrique pour aller vers d'autres instruments de gestion quantitative. Et puis, est-ce que, on l'a un peu évoqué tout au long de la matinée et en début d'après-midi aussi, la place que peuvent occuper les outils de modélisation dans la modélisation des impacts des solutions fondées sur la nature et des pratiques agroécologiques pour venir nourrir la motivation des acteurs à les mettre en place? Est-ce que ça devient quelque chose de plus en plus récurrent dans les PTGE? Je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu ce matin. Il y a il y a pléthore aujourd'hui d'outils de modélisation qui se développent. On sent qu'il y a une demande très forte. Noël l'a bien identifié. Il y a des besoins. Il y a un marché également pour ce genre d'outils. Et il y a des questions aussi de recherche qui ont été soulignées. C'est ça un peu, à mon avis, la difficulté de ces sujets. C'est qu'on est en plein dans des sujets sur lesquels il y a différents niveaux d'incertitude, des incertitudes parfois emboîtées sur des processus qui sont éminemment complexes. Et sur le cas des SFN, on est a priori en plein dedans. Et ce que je peux partager, c'est une expérience aussi de novice en modélisation. C'est-à-dire que la formation d'ingénieur agro, elle donne certainement des bases pour comprendre les processus de modélisation, mais certainement pas une expertise dans ce domaine-là. Mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que effectivement, quand on prend un modèle hydrogéologique ou hydrologique, on va dire de base, il y a quand même des limites, notamment dans la modélisation des compartiments des sols, par exemple. Et donc ces limites, on va les trouver du coup pour simuler des effets au niveau des parcelles, mais à l'échelle des bassins versants, on a aussi des problématiques de mise à l'échelle entre ces processus. On a également, donc on parlait des solutions fondées sur la nature, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'adaptation des pratiques agricoles, mais on n'a pas du tout évoqué la question de la restauration des zones humides et de la restauration hydromorphologique. C'est d'autres solutions fondées sur la nature qu'on a un peu évoquées rapidement dans l'enquête de Noah. Tout à fait. Ouais. Mais dont les effets quantitatifs finalement sont aussi quelque part des objets de recherche et des éléments à travailler. Donc voilà, cette difficulté d'arriver à effectivement naviguer
au milieu d'incertitudes, sur des aspects voilà, éminemment ouais, sensibles. Romain, ce qu'on dit là, ça fait écho à ta réalité. Est-ce que, un peu comme le disait Maël tout à l'heure, finalement, bon, la modélisation, on s'en sert, mais et les scénarios, on les produit, mais finalement, on les met aussi un peu de côté à la fin pour se projeter sur ce qui fait plus consensus, des enseignements globaux et s'orienter vers l'action, avec des actions sans regret, malgré donc les incertitudes. Voilà. Comment tu te positionnes par rapport à l'enjeu de modélisation? L'enjeu de modélisation est très important, je pense, dans le cadre d'un PTGE. Aussi pour promouvoir des SFN? Oui, tout à fait, parce que la réflexion sur que va être le territoire d'ici 2050 devra intégrer des solutions fondées sur la nature. Et pour cela, on espère que l'étude économique et financière nous permettra d'avoir des réponses à tout ce questionnement de quel va être l'assolement du futur sur le territoire. Est-ce qu'il va être viable économiquement? Est-ce qu'il va y avoir un bénéfice pour l'ensemble de la population du territoire? Et est-ce qu'on va vers une amélioration des milieux? Parce que c'est aussi un enjeu très important. Et également aussi de la qualité de la ressource en eau. Et ce sont ça avec des hypothèses que tu co-construis avec les acteurs que tu mobilises au sein du PTGE? Oui, tout à fait. Là, actuellement, on a eu la première présentation de cette étude avec la caractérisation de l'état actuel et la présentation du scénario tendanciel qui va être finalisé très prochainement. Et après, on passera sur des scénarios contrastés pour imaginer les futurs possibles sur le territoire et voir quels vont être les impacts de ces scénarios théoriques et qui pourront après être amenés à avoir un scénario final et avoir une analyse multicritère pour voir... Avec une place des SFN qui est variable en fonction de ces scénarios? Tout à fait, oui.